journaliste, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, un ami qui est plutôt discret, Paulo Gomes, qui est d'un pays qui rencontre beaucoup de difficultés, la Guinée-Bissau, qui aujourd'hui accompagne des entreprises dans leur démarche. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur ce programme Leader d'Afrique. Leader d'Afrique qui reçoit pour vous ce soir Paulo Gomes. Paulo Gomes, que je vous laisse le soin de vous faire présenter par cet édito signé Mactar Sylla. Le nom est tellement grand, Paulo Gomes, que lorsque vous êtes en public, vous aurez du mal à croire que c'est cet homme discret, affable, presque timide, qui a eu ce parcours connu du gratin politico-économique du continent. Et oui, ce monsieur qui passe inaperçu est l'un des grands technocrates du continent. Diplômé d'Harvard en politique et gestion économique et de l'Institut d'études politiques de Paris en économie et commerce international, il a débuté sa carrière en 1998 au ministère de l'économie et du plan de Guinée-Bissau. Paulo Gomes est celui-là même qui a élaboré et dirigé le plan d'entrée de sa Guinée-Bissau natale dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Mais aussi et surtout, il est devenu tour à tour administrateur exécutif suppléant puis titulaire pour l'Afrique en 1998 et en 2002, représentant ainsi 25 pays du continent dans l'institution internationale. Pendant 4 ans, il fut le vice-président du comité de gouvernance chargé de la réforme du processus de décision de la banque. En janvier 2015, après l'élection présidentielle bissau-guinéenne dont il a été l'un des candidats, cet expert en stratégie d'investissement fonde Paulo Gomes & Partners, un cabinet dédié basé à Singapour. Il a été et continue de siéger dans des conseils d'administration de grandes structures, notamment de la Chambre de commerce d'Afrique-Asie du Sud-Est, dont il est président. Il est également le co-créateur avec Charles Kié de la plateforme NAC. Investissement, conseil, stratégie, planification, croissance des entreprises, des économies et du commerce international africain, aucun de ces domaines ne lui est inconnu. Bem-vindo, Paulo, à Label TV. Bonsoir Paulo Gomes et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce programme. Bonsoir. Alors, de la Banque mondiale, vous avez été directeur exécutif pour l'Afrique subsaharienne au cabinet Constellor Investment Holding, dont vous êtes le président, en passant par votre passage en politique. Revenons sur votre parcours. Je suis un Bissau-Guinéen qui a grandi dans l'écosystème, je dirais, du mouvement et des pensées de la lutte de libération en Guinée-Bissau. Je suis un ancien élève de l'école pilote, qui était une école qui avait été créée par Amilcar Cabral. J'ai fait tout mon enseignement primaire et secondaire. Et ça m'a permis très tôt de grandir dans un environnement de principes et de valeurs panafricaines. Malgré la taille de la Guinée-Bissau, vous savez que c'est un pays qui a joué un rôle important dans la lutte de libération de pas mal de pays africains avec Amilcar Cabral. Donc grandir dans cet environnement vous forge et ça m'a suivi dans tout le reste de mes études et de ma carrière. Et justement, quand vous faites le bilan, quels sont les grands défis que vous avez la sensation, le sentiment d'avoir relevés? Écoute Robert, je pense que les défis sont toujours un peu une synthèse aussi du milieu dans lequel vous évoluez, mais je sens en tant qu'Africain, il y avait toujours cette volonté de faire en sorte que l'Afrique joue son rôle, qu'il y ait une voix dans tous les débats, ce point de vue, encore une fois, ce point de vue professionnel, dans les universités où j'ai eu à vivre, donc le rôle de l'Afrique dans l'histoire, le rôle de l'Afrique dans le monde. Et quand vous avez cet aspect que vous mettez en avant dans toute votre approche, mais aussi les défis, puisqu'il y a toujours une façon de regarder l'Afrique, il y a cette volonté de pas mal d'acteurs d'essayer de parler au nom de l'Afrique ou dessiner l'agenda au nom de l'Afrique. Et donc vous devez rester vigilant. Alors Paulo Gomes, vous avez joué un rôle de pionnier dans l'élaboration de plans d'émergence de plusieurs pays d'Afrique centrale, ainsi que dans des stratégies de développement d'autres pays africains. Où en est-on de l'émergence de nos États? Une gageure finalement? Je pense que c'est une période où
l'Afrique a voulu un peu redéfinir sa démarche de planification. Vous savez, pendant longtemps, étant moi-même un ancien de la Banque mondiale, la planification était devenue un mot tabou et les pays ont commencé à, je pense, dans les échanges avec la Banque mondiale, à vouloir définir leur plan de développement. Cette question de l'émergence est venue. Un des cabinets qui a travaillé là-dessus, c'est le cabinet Performance. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu un peu à jouer un rôle dans la politique industrielle, la stratégie de la politique industrielle au Gabon. Et c'était avant toute cette discussion sur l'accord continental de commerce, où il y avait une volonté de pousser vers plus de transformation des matières premières des pays localement. Je pense que nous sommes encore loin de tous ces grands objectifs de l'émergence. Cette crise actuelle nous montre que la vraie émergence se passe d'abord au niveau du capital humain. Et je pense que si nous investissons pour créer ce capital humain, nous serons plus en mesure de faire face aux autres déficits que nous avons. Un grand déficit est celui des infrastructures. Je pense que le plus important maintenant, c'est de continuer à être très attentif en ce qui concerne le développement du capital humain. Et quels sont, d'après votre expertise, selon votre parcours, les facteurs bloquants dans la mise en œuvre des plans stratégiques sur le continent? L'état d'esprit. Je pense que nous avons pratiquement tout cartographié, nous les Africains, en ce qui concerne les choses que nous devons faire, les politiques publiques que nous devons mettre en place, les meilleures pratiques. Il y a des pays qui montrent l'exemple dans certaines des politiques publiques. Le Rwanda a fait énormément d'efforts, énormément de progrès. Donc nous avons des cas pour le benchmark. Ce qui nous manque, c'est l'état d'esprit. Cet état d'esprit est plus difficile à changer. Il ne s'agit pas seulement d'investissement en capital, en financier. C'est une question qui demande un ajustement d'ordre culturel et une connaissance de soi. Et je pense que ce que l'Afrique a vécu depuis la colonisation et autres continue à nous marquer. Même s'il ne faut pas avoir ça comme excuse pour certains de nos dérives, de nos erreurs. Mais le grand investissement dans le capital humain, c'est aussi le changement de l'état d'esprit, de nos mentalités, du mindset, comme disent les anglo-saxons. Si nous parvenons à changer cet aspect des choses, je pense que rien ne pourra freiner l'Afrique dans son essor. Et aussi l'émergence qui semble aujourd'hui une sorte de trouvaille sémantique contemporaine. Est-ce que ce mot ne devient pas de plus en plus galvaudé désormais? Un peu je pense. Mais vous savez, parfois pour vendre une stratégie, il faut l'enrober de toute une narrative. Et c'est une narrative qui marche pour certains pays, certainement pas pour d'autres. Paulo Gomes, vous vous êtes positionné comme un acteur de la transformation des économies africaines. Quel est votre bilan de ce challenge? Oui, je pense, j'ai essayé de jouer un rôle au niveau du secteur privé. Je suis un passionné de l'intégration régionale. Donc j'ai eu le privilège d'être au conseil d'administration du groupe Ecobank pendant plusieurs années. Donc j'ai beaucoup travaillé sur comment étendre ce groupe avec tout le staff, tous les responsables d'Ecobank et les membres du conseil d'administration. J'ai eu le privilège d'être associé avec le patriarche John Doe, qui est l'un des fondateurs de Ecobank, à travailler sur le montage de Askai, qui est une compagnie qui existe, qui marche, qui est un exemple d'un partenariat public-privé et qui est géré en grande partie avec l'empreinte digitale de Ethiopian Airlines, mais c'est une compagnie qui marche, qui a fait de l'argent ces dernières années. Mais le Covid va être une épreuve difficile puisque, comme vous voyez, toutes les compagnies sont en train de faire le bail-out, les pays sont en train de faire les bail-out de leurs compagnies. Askai, on verra qui va aider à faire le bail-out avec les pertes qui vont sortir du Covid, mais nous voulons encourager que plusieurs pays puissent profiter pour être maintenant actionnaires d'Askai, et nous aurons donc une compagnie régionale, une multinationale, un champion africain dans l'aérien, et nous allons tout faire pour cela dans les prochains temps. Et puis, vous avez été pour la Banque mondiale directeur exécutif pour l'Afrique subsaharienne. De quelle manière avez-vous eu
l'impression d'être utile pour le continent? Alors, je suis arrivé assez jeune à ce poste, donc avec la fougue et la volonté de changer tout, et peut-être même de créer une révolution. Une des choses que j'ai pu faire avec mon équipe, c'est d'abord avoir une stratégie claire, parce qu'il y avait encore une tendance au sein de la Banque mondiale que les pays occidentaux puissent plus ou moins dessiner l'agenda pour les Africains. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, nous allons changer ça, nous allons faire une stratégie et nous allons commencer à défendre nos intérêts. C'était assez mal vu pour certains, c'était vu comme si il y avait une volonté de challenge l'écosystème en général. Donc très rapidement, nous avons commencé à questionner pourquoi n'y avait-il pas plus d'Africains à des hauts postes de la Banque mondiale. Nous avons poussé sur l'intégration régionale, puisque vous savez, au sein de la banque, l'allocation des ressources et des portefeuilles de financement étaient essentiellement pays par pays. Donc très souvent, nous avons dit il nous faut des projets régionaux. Des projets régionaux qui vont permettre d'accélérer l'intégration régionale. Nous avons demandé qu'il y ait un département spécifique qui soit créé pour le faire. Et ça a donné certains des résultats. Il y a des projets régionaux qui sont sortis assez rapidement. Nous avons demandé pour plus de voix au conseil d'administration. Vous savez, l'Afrique représente simplement quelques moins de 2-3% du capital à la Banque mondiale et au Fonds monétaire. Donc, quand il y a des votes, la plupart des pays se mettent ensemble, les plus riches, et décident. Donc, nous avons demandé qu'il y ait une autre représentation africaine. Donc nous avons pu le faire. Nous avons eu finalement une chaise supplémentaire à la Banque mondiale et au Fonds monétaire. Ce n'était pas mon idée initiale. Je voulais que cette chaise soit réservée à l'Union africaine. Comme ça, il y aurait un représentant de l'Union africaine au lieu qu'il y ait un représentant de pays. Parce que ces chaises supplémentaires ont été données à l'Angola et à l'Afrique du Sud. Je pense que c'était une erreur. Ça aurait dû être un poste pour l'Union africaine. Comme ça, l'agenda africain serait défendu au niveau de ce représentant. Et nous avons lancé un programme aussi qui était très intéressant, c'était de faire venir des Africains qui rentreraient, qui quitteraient leur administration dans leur pays, qui travailleraient à la Banque mondiale pendant plusieurs années et repartir. Et donc c'est une façon aussi de connaître, entre guillemets, l'acteur avec lequel nous négocions. Donc il y a eu ce programme continue jusqu'à présent, où les Africains viennent chaque année et restent à la Banque mondiale. Donc c'est parmi les défis. Bien sûr, la problématique du désendettement avec le PPTE qui a permis donc d'effacer la dette de plusieurs pays. Pour cela, il faut saluer le rôle que James Wolfenson a joué. Et c'est pour ça que j'étais assez réservé aussi pour que cette négociation maintenant, ou cette discussion, le dialogue avec les pays développés se concentre sur la question de la dette. La relance dont nous avons besoin pour le post-Covid demande un arsenal de mesures qui va au-delà de la dette, et je ne voulais pas que nous soyons trop distraits par un dialogue de la dette. Il a eu lieu, mais je pense qu'il faut que nous puissions nous asseoir avec les autres pays pour la relance qui doit être mondiale et coordonnée, mais la relance africaine sera très importante. Et c'est pas tout. Ensuite, vous vous êtes reconverti dans le conseil en investissement stratégique auprès des gouvernements et des entreprises. Pouvez-vous en parler davantage? Merci Robert. Je pense que sur cette question-là, ça a été une étape importante, je dirais, de mon engagement professionnel après la Banque mondiale. J'ai pu servir, conseiller les autorités de Singapour en ce qui concerne leur stratégie au niveau de l'Afrique. Mais c'était une approche dans laquelle nous avons privilégié le partenariat entre certaines des entreprises à Singapour. Vous savez qu'à Singapour, pas mal d'entreprises appartiennent à l'État, mais elles sont totalement gérées d'une façon professionnelle privée, avec un fort impact. Je pense que c'est un modèle que nous devrons nous inspirer. Donc ça a permis de faciliter, je dirais, des partenariats publics-privés avec certains États. J'ai eu un peu avec, comme je disais, le Gabon, la Namibie, la Guinée et le Rwanda. Donc c'était une expérience assez intéressante de voir les différentes approches au niveau des pays, mais aussi l'état d'esprit des leaders dans la mise en place de ces partenariats. Et à cette ère
des émergences africaines, quelles sont les grandes tendances actuelles et à venir du Conseil en Afrique? Alors le Conseil, nous arrivons à un point où les pays ne veulent pas seulement être conseillers sur des plans stratégiques, ils veulent aller sur des questions beaucoup plus opérationnelles. Je pense pour la mise en place d'institutions privées et publiques, de partenariats publics-privés. Donc c'est une approche beaucoup plus opérationnelle et je pense que c'est important que ce soit ainsi, puisque, comme je vous disais, presque tout a été écrit à ce stade, tout a été modelé, tout a été packagé sur le point de vue purement stratégique. Donc nous rentrons dans un moment opérationnel où les relations aussi, en ce qui concerne les actionnaires dans les entreprises, changent, où les entreprises aussi veulent avoir un rôle maintenant beaucoup plus social aussi, avec leurs employés et les actionnaires. Donc nous rentrons dans une période intéressante où le profit n'est pas le principal élément qui doit guider la croissance de ces entreprises. Et cette crise vient certainement accélérer cela. Paulo Gomes, il y a environ 2 à 3 ans, vous vous êtes associé avec Charles Kieh, l'ex-directeur général d'Ecobank Nigeria, pour créer une plateforme de private equity en Afrique, laquelle plateforme est dénommée Fonds d'investissement New African Capital Partners. Parlez-nous-en si vous le voulez bien. Eh ben c'est venu d'une longue discussion entre amis où on s'est dit à un moment donné, il faut cesser de se plaindre. Parce que vous savez, quand vous avez des longues discussions nocturnes à l'étranger ou en Afrique, c'est toujours pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas ceci. On s'est dit, cessons de nous plaindre et mettons-nous ensemble. Et donc nous avons mis en place, nous avons fusionné dans nos activités et créé donc New African Capital Partners, qui est une société d'investissement et qui a décidé d'attaquer d'abord le secteur financier. Nous sommes positionnés pour l'achat de certains actifs financiers dans la sous-région. Donc nous avons des opérations au Ghana, nous avons des opérations au Nigeria. Et il s'agit pour nous d'aider à créer des groupes dans le secteur financier qui puissent servir dans le secteur financier, des groupes détenus par des Africains. Et avoir en quelque sorte des champions dans le domaine financier. Et nous avançons calmement, mais c'était le résultat d'Africains qui se mettent ensemble, qui mettent leur énergie, puisque nous rentrons dans une période d'échelle. Il sera difficile de maintenir des petites unités avec des petits drapeaux, mais aller dans le sens de l'agrégation de nos efforts. Et dans le secteur financier, ce sera fondamental. Vous savez, nous avons besoin de beaucoup de financement. Nous avons besoin de beaucoup de dettes. Ça me permet de faire un petit clin d'œil à la question de la dette. Je pense que toute cette narrative qui actuellement est véhiculée pour dire que l'Afrique est trop endettée, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de mal d'être endetté. Le problème, c'est que si vous vous endettez avec de mauvais projets, c'est là où il y a un problème. La transformation de nos économies, la décarbonisation de nos économies se fera avec de la dette. On ne peut pas penser que d'une façon permanente, nous allons continuer à aller demander des dons à la Banque mondiale et à d'autres institutions. Il faut s'endetter, mais il faut s'endetter pour de bons projets. La narrative de l'endettement de l'Afrique vis-à-vis de la Chine ne tient pas debout. Le stock de la dette que nous avons vis-à-vis de la Chine représente à peu près 20%. Et encore une fois, nous avons la vision de mettre en place l'accord de libre-échange pour que les Africains puissent échanger entre eux. Ça va demander de l'investissement dans les infrastructures, ça va demander de l'investissement dans les ressources humaines. On ne peut financer que ça que par la dette. C'est une bonne dette, les infrastructures, quand vous faites des ponts, quand vous faites des systèmes d'assainissement, quand vous-même vous investissez dans le capital humain, c'est de la bonne dette. Alors, est-ce que ce sont les Chinois qui vont nous apporter ça ? Pourquoi pas ? Il faut cesser de nous faire peur nous-mêmes et rentrer dans une optique dans laquelle les batailles entre les grandes puissances qui nous mettent au milieu de ces batailles-là. Il nous faut plus d'argent, il faut savoir comment nous allons utiliser cet argent, et même quand nous négocions, même avec la Chine. Mon expérience a été qu'en négociant avec la Chine, il faut toujours s'équiper d'un conseiller financier, il faut s'équiper d'un cabinet d'avocats pour négocier. Il ne faut surtout pas aller négocier avec quel que soit le financement chinois sans armes. Vous courez le risque
qu'on vous fasse tourner en rond, vous faites de mauvais choix. Donc je pense que la solution à cette problématique de financement avec la Chine, c'est de le faire avec des professionnels. Et nous avons besoin du financement chinois. C'est une puissance, c'est une grande puissance mondiale qui a de la capacité sur le plan de vue financier. Et encore une fois, étant donné le volume de ressources dont nous avons besoin, rien qu'en infrastructure, nous avons besoin d'une moyenne de 90 milliards de dollars par an. Son déficit doit être financé par la dette, pas seulement par les dons. Donc c'est un aspect important qu'il faut souligner dans cette discussion. Justement, pourquoi avoir domicilié ce fonds à Maurice ? Maurice, c'est assez classique. La plupart de tous ces fonds d'investissement, des fonds d'investissement, des sociétés d'investissement, Maurice offre de très bonnes conditions sous le point de vue de la gestion administrative et la transparence qui est nécessaire par rapport à cela. Donc c'est la plateforme pour tout ce qui est l'enregistrement des sociétés financières et de private equity. C'est un lieu agréable où on trouve les capacités pour ces questions administratives avec une certaine facilité. Paulo Gomes, on vous a vu dans l'arène politique de votre pays, la Guinée-Bissau. Est-ce toujours d'actualité, vos ambitions politiques ? Oui, alors il y a quelques années, j'avais fait la décision d'aller comme candidat aux élections présidentielles. Je suis parti comme candidat indépendant. Malgré le fait que j'ai grandi au sein le parti de Libération. Mais il y avait une crise assez forte au niveau de ce parti. Et donc j'avais décidé d'être candidat indépendant. Donc je suis arrivé 3e aux élections. J'encourage la plupart des gens de ma génération, de votre génération, d'aller en politique. Ce n'est pas un exercice facile, mais vous ne pouvez pas avoir de bonnes politiques publiques si vous n'avez pas de bons acteurs politiques. Donc il faut le faire. Il faut le système démocratique que nous avons un peu hérité de l'Occident, mais certainement pas tout à fait adapté à notre contexte, mais c'est celui que nous avons pour l'instant. D'abord, le court-termisme. À chaque fois, les élections tous les 5 ans font que les politiques à long terme ne sont pas mises en œuvre puisque tout le monde regarde immédiatement la prochaine élection. Il y a malheureusement aussi le fait que les populations ne sont pas suffisamment sensibilisées pour qu'elles participent aux élections. Vous voyez, le taux de participation dans les élections est assez bas, c'est un problème. Et le troisième, c'est le rôle de l'argent dans la politique. Et ça, c'est une catastrophe dans nos pays. Il faut trouver des moyens de réguler le financement de la politique et quel est le rôle de l'État dans le financement aussi des élections. Puisque malheureusement, chaque année, ça devient de plus en plus exponentiel, l'argent qui rentre dans la politique, tout type d'argent que nous savons obscurs et qui malheureusement peuvent, à ce rythme, poser un sérieux problème au système démocratique dans nos pays. Et sur ce sujet, d'ailleurs, vous avez brigué surtout la magistrature suprême en 2013 avec pour ambition d'être plus utile pour votre pays en devenant le numéro 1. Vous n'y êtes pas arrivé. Quelles leçons en tirez-vous ? La leçon que je tire, c'est qu'il faut, si vous avez l'ambition, il faut persister. Ce qui est important, je pense que c'est de pouvoir travailler et aider son pays. Je le fais à mon humble niveau. Je participe à pas mal d'activités et de réflexions au sein de mon pays. C'est vrai qu'il y a eu une déception à plusieurs reprises pour ne pas avoir décidé de repartir à l'élection suivante. Mais je pense qu'il y a toujours un rôle à jouer dans nos pays à différents niveaux. Ce n'est pas facile. Cette crise que nous vivons va rendre les choses très difficiles. Nous rentrons dans un tunnel d'incertitude de au moins 2 ans, avec la cascade des crises qui viendront, qui vont suivre celle-ci. Donc les pays auront besoin de tous les talents possibles. Je suis inquiet, je pense qu'il y aura certainement une réaction au niveau global de se renfermer sur soi.
C'est pour ça que nous poussons beaucoup pour l'accord de libre-échange entre les pays africains, que nous puissions produire plus entre nous, échanger pour qu'il y ait des mouvements de personnes et de biens. J'espère que rapidement nous allons ouvrir nos frontières, puisqu'on va nous fermer les frontières du Nord. Si nous fermons nos frontières entre nous, les pays africains, je crois que la conséquence sociale et économique, puisqu'il n'y aura pas de circulation de personnes et des biens, la crise sera difficile à tenir. La Guinée-Bissau, votre pays, est en train de tourner une nouvelle page de son histoire avec l'avènement de Umaro Sissoco Embalo. Est-il, à votre avis, l'homme de la situation ? Nous avons eu nos différences et nous avons eu des discussions franches entre nous. À plusieurs reprises, il a dit qu'il s'agissait d'une campagne électorale, donc tout était valable dans le discours. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que dans les élections, il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir en ce qui concerne le langage. Vous savez, nous sommes des pays fragiles, des nations encore en construction. Tout ce qui peut toucher à la religion ou à l'ethnie est très sensible. Ça peut avoir un effet boomerang. Vous l'utilisez pendant la campagne, il peut revenir pour vous mordre à un moment donné. Donc ça a été la différence majeure que nous avons eue entre lui et moi. Maintenant, il est président de la République. Il y a une crise. Je pense qu'il faut voir ce qui est possible de faire. Je crois que c'est ce qui est en train d'être discuté au niveau du pays pour comment réunir tous les Guinéens à jouer un rôle. Mais ce n'est pas facile. Je pense qu'il y a encore des tensions et des blessures qui caractérisent cette période post-élection. Voilà. Donc nous avons encore pas mal de questions à aborder pour que les choses aillent normalement. Et quels sont vos rapports avec le nouvel homme fort de la Guinée-Bissau ? Encore une fois, comme je disais, c'est cela. Nous avons eu nos différences au moment de la campagne. J'ai appuyé un autre candidat. Je n'ai pas beaucoup apprécié certains éléments de la narrative, mais je crois que tout ça est derrière nous maintenant. Il faut aider à cicatriser. Il y a eu des cicatrices, il y a eu des blessures qui sont sorties de cet épisode. Mais nous sommes une nation de moins de 2 millions d'habitants. Nous allons être très touchés par cette crise du Covid, économiquement et très certainement à cause de notre système de santé qui est très fragile. Donc il faudra mettre la politique de côté et voir ce que chacun d'entre nous pouvons faire pour faire face à ces crises, puisque la sanitaire est seulement la première étape, malheureusement. Mais il faut quand même relever qu'avant cette accalmie, il y a une grosse frayeur avec l'investiture presque simultanée de Cipriano Gassama et Umaro Sissoco Embalo. À quoi avez-vous pensé en ce moment précis ? J'ai pensé que ça pouvait tourner à la violence, ce que nous avons toujours eu chez nous. Vous savez, ce qui est intéressant aussi, c'est que les actes de violence sont très chirurgicaux. Et très souvent, l'onde de choc vient après. La CEDEAO a essayé de jouer un rôle pour calmer cette situation, mais encore une fois, ce que je disais, il y a encore des choses à régler, mais tout ça ne se fera que par le dialogue. Bien entendu, la communauté internationale peut toujours aider à faciliter, mais ce sont les Bissau-Guinéens qui devront s'asseoir et trouver des solutions. Mais c'était un épisode qui était assez sensible et qui aurait pu nous mener encore à des scénarios que nous avons eus en 97. 98. Et Paulo Gomes, vous avez également été conseil du président Alpha Condé. Votre regard, votre lecture de la situation en Guinée? Alors la Guinée est un grand pays qui a un rôle important dans la sous-région. Le président Alpha Condé m'avait demandé donc d'assister sur des questions assez précises, donc sur la question de l'énergie. Et à plusieurs reprises, on m'a demandé pourquoi j'étais très motivé à aider sur la question de l'énergie et que est-ce que c'était pas par intérêt pour mon propre pays, c'est vrai. La Guinée, comme vous savez, une grande partie des fleuves qui irriguent l'Afrique de l'Ouest partent de la Guinée. Et le projet sur lequel j'ai été
associé d'un projet de barrage financé par la Chine. Et il y avait pas mal de conseillers financiers et de cabinets d'avocats. Est un projet Swapiti qui va combler à peu près 30% des besoins d'énergie de mon pays, la Guinée-Bissau. Le Sénégal va recevoir un peu de cette énergie, mais elle n'est pas si fondamentale pour le Sénégal, mais pour la Guinée-Bissau, ça représentera presque 30 à 40% du besoin de l'énergie de mon pays. Donc c'est stratégique, c'est important, mais aussi parce qu'il est très important pour que la Guinée reste un pays dont, sur le point de vue environnemental, tout ce qu'elle fera au niveau des fleuves qui partent de la Guinée puisse être soutenable pour le reste de l'Afrique de l'Ouest. S'il y a des erreurs majeures en termes environnemental en Guinée, la conséquence au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau va être énorme. Donc, d'où le besoin d'intégration et de coordination. Sur la question politique, j'ai toujours évité de commenter quoi que ce soit sur ce point-là, étant moi-même aussi un acteur politique dans mon pays, la Guinée-Bissau. Et pour finir, comment voyez-vous l'Afrique de demain? Pessimiste, optimiste? Optimiste. Optimiste, ça ne veut pas dire que ça ne va pas tanguer, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas avec douleur. Mais vous savez, depuis, avec l'arrivée de la colonisation, je veux dire, le parcours historique de la construction de l'Afrique a été profondément perturbé. Alors pour ceux aujourd'hui qui s'amusent à dire que la colonisation était une chance pour nous et que nous ne devions pas continuer à nous plaindre après 50 ans, 50 et quelques années, 60 ans des indépendances, n'ont aucune compréhension de comment l'histoire navigue. Et c'est une période qui a profondément affecté l'Afrique sur le point de vue de son état d'esprit, de ses ressources humaines, et vous ne réparez pas cela en 50 ans ou 60 ans. Donc nous n'avons jamais été un peuple dominateur, les Africains. La civilisation universelle est née en Afrique. Ce qui, je pense, qui est important, c'est que dans les prochaines années, que nous puissions investir dans la formation du capital humain et de faire comprendre à la plus jeune génération, le rôle historique de l'Afrique dans la civilisation universelle. Et tout a été écrit. Quand vous allez voir les écrits de Cheikh Anta Diop et autres, les gens comprendront mieux le rôle important de l'Afrique et pour le monde dans lequel nous avançons tous. Si nous décidons de détruire l'environnement, le monde entier va en souffrir. Donc la valeur, si nous devons mettre une valeur monétaire sur l'environnement que nous sommes en train de protéger, nous les Africains, je crois que nous n'aurons pas besoin d'aller quémander pour les ressources dont nous avons besoin pour notre développement. Donc nous avons un rôle fondamental, le monde va le comprendre progressivement, mais c'est à nous d'avancer en défendant nos intérêts, ce qui ne veut pas dire que nous fermons la porte à d'autres ou que nous sommes en guerre contre d'autres, mais il faut qu'à chaque fois que nous avons ce dialogue, cette relation, que ce soit avec les Chinois, les Turcs, les Américains ou autres, à chaque fois que l'Africain se demande d'abord quel est notre intérêt et dans quelle mesure ce que nous sommes en train de discuter va dans le sens de transformer notre continent, créer des emplois parce que nous avons des menaces. Vous savez, je donne toujours des chiffres parfois pour que les gens puissent avoir le sens des proportions. C'est pour ça que cette question de la dette, que l'Afrique est trop endettée, mérite particulièrement. Je donnais l'exemple que pour le processus de l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, pour l'unification des deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Ouest dépensait quelque chose de l'ordre de 150 milliards de dollars par an. Par an, pendant plus de 10 ans. Vous voyez ce montant énorme, ce que ça prend pour pouvoir reconstruire une autre l'Union. Et pour l'Afrique, très souvent on disait non, si l'Afrique reçoit à peu près 50 milliards de dollars par an de la communauté internationale, c'est déjà beaucoup. Comment pouvez-vous imaginer qu'une petite Allemagne, dans sa réunification, dépense 150 milliards par an, et la grande Afrique, avec tout ce qu'elle a, tout ce que le déficit qu'elle a, puisse se contenter de 50 milliards? C'est le côté condescendant. Pour l'Afrique, on lui donne le moins. Donc c'est une
c'est une bataille morale et culturelle que nous devons développer en défendant nos intérêts. Et je pense que la génération actuelle, la nouvelle, on doit la préparer. À titre personnel, j'ai mon premier garçon qui est à Africa Leadership University au Rwanda, et qui est une université qui a été créée par un Africain, un Ghanéen, où il rassemble tous les Africains et les prépare. Donc ce n'est pas seulement les 10% dont vous avez besoin des classes dont vous avez besoin. Vous savez, quand vous allez à l'université ou dans l'enseignement, ce que vous apprenez en classe, ne représente que 10%. Le reste, c'est ce que vous apprenez de vos collègues et l'expérience en faisant les choses. Et donc cette université se spécialise dans ça, et je pense qu'il faut les multiplier. Il faut préparer surtout l'état d'esprit, la culture, la fierté d'être africain à la prochaine génération. Et croyez-moi, si on fait cela, ce sera un continent imparable. Paulo Gomes, nous sommes malheureusement presque au terme de cette émission. Votre mot de fin? Voilà, je pense que c'est un optimisme qui est calculé, qui n'est pas naïf, qui aura ses défis. Mais c'est une question de ne pas l'improviser. Et si nous le faisons, nous pourrons certainement jouer notre rôle que nous avons toujours joué en humanité, mais dans un environnement de respect et aussi soutenable, puisque le changement climatique m'inquiète. Je viens d'un tout petit pays qui a pratiquement 10% du territoire qui est enrobé dans la mangrove. C'est ce qui nous permet d'avoir la richesse que nous avons en poissons, la richesse naturelle. Le changement climatique, on voit comment c'est en train d'atteindre cette richesse naturelle que nous avons. Donc je veux m'y consacrer le plus possible, en y mettant aussi la finance et aussi la gestion. Et donc c'est tout cet amalgame des choses qui nous permettra de construire cette Afrique de demain. Alors Paulo Gomes, nous avons une tradition sur cette émission, c'est qu'à la fin, l'invité nous propose une personne qu'il verrait bien ou qu'il estime être un leader africain. Un peu comme vous-même avez été identifié par notre précédent invité Alain Foka. Qui verriez-vous vous succéder sur cette émission? Alioune Sall, qui est le fondateur et le directeur de l'Institut du Futur, un brillant panafricain qui a énormément travaillé sur les études prospectives, qui avait alerté l'Afrique sur pas mal de choses déjà dans les années 90. J'ai eu le privilège de travailler avec lui. Le deuxième serait un autre Alioune, c'est Alioune Gueye, qui est le patron de Afrique Challenge et aussi l'Afrique qui ose, sénégalais, basé entre, je pense, le Sénégal et le Maroc. Et bien sûr, le troisième, ce serait Tidjane Thiam, qui est brillant esprit, aussi panafricain, qui a navigué le monde de la finance, que je connais depuis les années 90. Paulo Gomes, merci. Merci Robert. S'il est vrai que tu avais brigué la présidence, refusant à 3 fois le poste de Premier ministre en 2004, 2006 et 2012, comme homme neuf après une énième crise, c'est par ta forte conviction que c'est à la présidence que se décide et s'impulse l'avenir et qu'il fallait un homme neuf au-dessus de la mêlée. Les voix des jeunes et de la diaspora pour lesquelles tu incarnais l'espoir n'auront pas suffi à donner à ce pays longtemps déchiré qu'est la Guinée-Bissau la chance de s'atteler aux vrais problèmes et enjeux de développement sous le leadership d'un de ses fils les plus compétents et méritants. À ton crédit, ton action et ton nom qui contribuent à donner une autre image de ton pays natal. Bon sang ne saurait mentir, Paulo. Ton père avec qui tu as vécu dans l'Hexagone n'était-il pas le représentant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, mouvement de libération dirigé par Amilcar Cabral dans les années 1970, pour lequel tu as la plus grande admiration? Ton pays, tu l'as dit, t'a tout donné, c'est vrai, tu as une dette envers lui. Esprit brillant, technocrate aguerri, expérimenté, tu as échappé de tomber dans la mare des caïmans politiques. Paulo Gomes, tu as assurément un destin qui va au-delà des frontières étriquées de ta Guinée-Bissau natale. Tu continueras à la régler en poursuivant ton œuvre inlassable au service de l'Afrique et de son image dans le monde.
Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et merci de rester toujours fidèles à cette émission Leader d'Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.